tu vas tomber. Super, super. Donc bonjour, donc je suis donc Sébastien Geste. Alors moi je ne suis ni base ni avant-vente. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler en fait des menaces au global, expliquer comment elles ont évolué, comment s'en protéger. Je vais pas spécialement, en fait, je vais parler de notre moteur, je vais parler un petit peu de comment la protection fonctionne, mais vous ne verrez ni le produit. Voilà, ça après, ça sera plutôt à soit à Extrémité, soit à Loïc, mon collaborateur commercial en charge région Nord, qui vous fera éventuellement les démos produits. Mais là aujourd'hui, le but c'est vraiment que vous compreniez comment notre technologie est efficiente et pourquoi elle est efficiente. Et au-delà de ça, que vous compreniez voilà, aujourd'hui les menaces, comment elles ont évolué, et globalement pourquoi il faut avoir un outil de protection de la messagerie. Donc on va revenir en fait, on va se poser une petite question. Est-ce que vous vous rappelez, il y a 7-8 ans, à quoi ressemblaient en fait les menaces que vous pouviez recevoir, qui pouvaient éventuellement cibler votre entreprise, et qu'est-ce que vous pouviez recevoir notamment dans votre boîte mail. Donc 7-8 ans, c'est pas si loin que ça, mais on va dire à l'échelle de l'internet, c'est siècles. Eh bien 7-8 ans, on recevait des choses comme ça. On recevait en fait plutôt des mails qui essayaient de nous vendre en fait du Viagra. Je suis certain que vous en avez reçu, avec des images ou non, et on vous demandait de l'argent via PayPal, Visa, etc. Et en fait, on se dit que pourtant c'est loin sans être loin, mais il y a que 7-8 ans, c'était la première année du lancement de l'iPhone. Donc c'était les premiers smartphones. On commençait à peine à avoir en fait des places de marché pour télécharger des applications mobiles. La consommation même de l'internet n'était pas la même, puisqu'aujourd'hui plus de 60% de l'internet, entre 60 et 70% de l'internet est consommé par mobile, que ce soit au niveau de la navigation que de la consommation de l'email. Et on se dit qu'en fait, déjà à l'époque, il y avait déjà plein de problèmes qui n'existaient pas aujourd'hui. À savoir, une campagne spécifique de malware qui cible les téléphones, les smartphones, comme les fausses applications sur les stores, les emails qui sont spécifiquement ciblant en fait spécifiquement les mobiles pour entrer sur les réseaux des entreprises. Donc voilà, de 7 à 8 ans, il y a 7-8 ans, pourtant c'est loin, mais on a l'impression que on était dans un autre monde au niveau de la cybersécurité. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut recevoir ce genre de choses. Ça, c'est un email que j'ai reçu, et quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est du spam? Est-ce que c'est du phishing? En fait, c'est très compliqué de savoir, puisque la barrière entre marketing, spam est maintenant totalement conjointe, si je puis dire. Il n'y a plus vraiment de barrière franche. On ne sait plus si on est du spam ou si c'est du spam ou du marketing, du fait tout simplement qu'aujourd'hui, on a des systèmes d'automatisation qui permettent simplement, en rentrant des données, de générer des emails parfaitement écrits avec des informations vous concernant, et c'est très compliqué en fait de savoir réellement si c'est une vraie personne derrière ou si c'est un email avec un but frauduleux. Et en fait, dans ce cadre notamment, alors cet email, c'est au final, alors je pense, du marketing. C'était le 3e email que j'avais reçu, puisque j'avais ouvert le premier, je n'avais pas répondu, il avait détecté que j'avais ouvert le premier, un autre email a été recréé dynamiquement, j'ai reçu un second email, je l'ai ouvert, même chose, et quelques jours plus tard, ce 3e email. Et en fait, cette technologie-là, en fait, les hackers l'ont bien utilisée pour du malware et du phishing, puisqu'on arrive sur ce genre d'email que vous avez certainement vu passer, soit dans la presse, soit éventuellement chez un de vos collaborateurs. C'est que cette année, la grande mode, c'était de recevoir des emails contenant des factures. On voit que les emails sont extrêmement bien écrits, il n'y a pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire. On voit que dans cet email, c'était que nous venons de vérifier, nous vous avons adressé la facture avec un numéro aléatoire, avant qu'elle ne soit complètement validée.
nous vous prions bien vouloir nous excuser de ce désagrément. Moi, je travaille dans une entreprise, je suis à la comptabilité, je reçois un email d'une personne qui me dit j'ai une facture de chez vous, je ne sais pas ce que c'est, j'ai une relance de facture haute, il y a des pénalités, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, c'est certain. Ce genre de choses, en fait, ça a bien changé, hein, l'arnaque à l'ancienne où vous avez quelqu'un éventuellement d'un autre pays qui essayait d'écrire dans votre langue mais qui n'était pas natif voilà, qui n'était pas français natif et qui avait voilà une écriture et une grammaire qui n'était pas vraiment parfaite et ça permettait simplement à la lecture voilà de sortir un loup et de se dire oh oui ça c'est une arnaque. Aujourd'hui, avec notamment l'intelligence artificielle, les nouveaux outils qui permettent justement de préparer et d'envoyer des campagnes de phishing, bah ça, voilà, ce sentiment-là, on ne l'a plus. En fait, il faut se dire que en 2009, on avait 1,4 milliard d'utilisateurs qui utilisaient une boîte mail dans le monde. Hein. 81% du trafic était du spam, ce qui est énorme, 81%. Et à l'époque, 1,58 million de nouveaux malwares. Alors, comment ça fonctionnait à l'époque hein? C'était vraiment l'utilisation de l'antivirus standard, à savoir, je prenais l'empreinte du fichier hein, via un calcul algorithmique, fichier à une empreinte, et je mettais cette empreinte dans un dictionnaire, et à chaque fois que j'avais un nouveau fichier, je faisais pour chaque fichier reçu ce calcul algorithmique, et l'empreinte est la même, je sais que c'est un virus, donc c'est un virus, je le bloque. Ça, aujourd'hui, ça ne marche plus. Parce qu'en 2016, hein, donc, passé à 2,6 milliards d'utilisateurs, hein, plus 85% d'utilisateurs ayant une boîte mail. Vous comme moi, je présume que dans les dernières années, vous avez certainement créé une boîte Yahoo, des boîtes Gmail, voire même une boîte Wanadu, et pour les plus vieux, une boîte Caramel. Et donc voilà, des boîtes mail, il y en a de plus en plus, donc de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus de possibilités justement d'entrer dans les entreprises. On a réduit, paradoxalement, de 27% le trafic du spam. Hein. On est passé de 80% à 59%. Et par contre, ce qui a explosé en 8-9 ans, c'est les malwares, puisqu'on est passé à plus de 186% de malware. Du que, aujourd'hui, une malware, qu'il est polymorphe, c'est qu'en fait, vous allez prendre deux malwares, votre calcul algorithmique, et l'empreinte, hein, qui est l'équivalent de l'empreinte digitale humaine, cette empreinte sera différente. Donc la technique des anciens antivirus, hein, mais il y a encore malheureusement beaucoup d'antivirus qui fonctionnent comme ça, ça ne marche plus du tout. Parce que voilà, vous allez rajouter un bit dans votre code, ce qui fait que l'empreinte va changer, hein, puisque votre code va être un tout petit peu plus gros que le code précédent, et donc c'est normal, le calcul algorithmique ne va pas donner le même résultat. Mais malgré tout, votre programme est typique. Et la menace à l'intérieur, que ce soit du Loki ou autre, sera la même. Donc du coup, le nombre de malwares a totalement explosé, et si ce n'est pas le cas dans votre entreprise, là, le plus souvent, les entreprises se disaient, bon, ok, on va mettre en fait deux antivirus sur les machines parce qu'il y en a un qui prend pas tout et le deuxième ne prend pas tout non plus, mais associé, on se dit que éventuellement on va avoir une surface de protection un peu plus large. Mais vous verrez que ça c'est pareil, ça marche plus non plus des masses. Les hackers, ils ont bien compris que le spam, c'était terminé en fait. Où ils placent ce malware, on voit que depuis 2007, on gagne entre 30 et 40% par an, avec une explosion en 2014, et en 2017, on se dit que voilà les prévisions, mais on est déjà au-dessus de ça. Sur Q1, on se disait là, éventuellement, on arriverait à 7,41 millions de malwares différents. Alors on parle bien de spécimens, d'accord? 7,41 millions. Alors, vous verrez nos chiffres à la fin, je pense qu'on est largement au-dessus de ça, voire x2, voire x3. Alors, une petite aparté, ne pas du coup pas se tromper, mais c'est différent de ransomware, puisque le ransomware est une sous-catégorie du malware. Le malware, il y en a de plein de façons différentes. On parle du ransomware parce qu'il fait grand bruit, il vous chiffre votre machine et vous demande une rançon, donc tout de suite ça surprend. Sauf qu'en fait c'est de un celui qui est le moins diffusé,
Vous verrez pourquoi. Celui qui est le plus diffusé, globalement, ce serait plutôt le Trojan. Vous avez énormément d'adware. Alors l'adware, je suis persuadé que vous l'avez vu, hein. Si un jour vous vous connectez habituellement avec votre ordinateur sous Google, le lendemain vous vous connectez et votre première page est devenue Yahoo. L'adware, qui est personnellement mon préféré, il est inoffensif et indolore. En fait, qu'est-ce que fait l'adware? Vous allez sur Amazon, l'adware va voir que l'URL que vous avez dans votre page est Amazon et à la fin, il va rajouter un code d'affiliation, ce qui permet aux hackers de récupérer un pourcentage sur la page ou sur les achats que vous allez faire sur Amazon. Je trouve assez malin puisque du coup, c'est totalement inoffensif. Bon, c'est totalement illégal, hein, bien sûr. Mais et en fait, il faut se dire que même si le ransomware fait le plus grand bruit, c'est clairement pas celui qui est le plus diffusé. Une chose également, il y a quelque chose qu'on appelle BEC en anglais, qui est Business Email Compromised, qui est en fait un type de malware présent dans les emails qui vont cibler une entreprise en particulier, qu'elle ait un siège ou une agence ou un siège ou plusieurs dans le monde, et qui va, avec un travail qui a été fait en amont sur la reconnaissance en fait de l'infrastructure et des outils utilisés par l'entreprise, va avoir comme but de s'immiscer dans l'entreprise et d'aller voler des données dans l'entreprise. Donc, bien comprendre que le malware, c'est beaucoup plus complexe et que les menaces sont beaucoup plus importantes que celles que vous pouvez voir dans les journaux. On se dit que tout simplement, si on prend cette pyramide en fait de volumétrie par dangerosité, tout simplement en fait le malware c'est pas le plus dangereux. Ce qui est vraiment dangereux c'est le phishing et le spear phishing. Et le phishing on le verra, hein, qui est une attaque ciblée sur un collaborateur, sur un niveau on va dire d'accès dans l'entreprise élevé et on va aller discuter avec cette personne, se faire passer pour quelqu'un de l'entreprise et lui extorquer des informations. Je rappelle que 65% du cyberespionnage est initié par l'email et que 91% des attaques, des cyberattaques utilisent l'email comme vecteur d'infection. Quelques stats. En 2016, 75% des impacts venaient de pièces jointes dans un email. Donc 75% en fait de ce qu'on appelle de la détonation dans les entreprises venait d'un email. 40% des attaques étaient déclenchées par un utilisateur cliquant sur un lien malveillant, alors que ce soit une plainte ou du phishing. D'accord. Et 1 milliard de dollars, c'est le coût qui a été estimé pour les dégâts engendrés par les attaques de ransomware aux États-Unis en 2016. Et on va passer sur ce graphe-là, en fait, qui également est parlant. Ça, ce sont en fait les menaces qui ont été vues en 2016 dans les entreprises, alors notamment aux États-Unis, mais pas que. Et vous les connaissez toutes, hein, même si vous ne connaissez le nom peut-être spécifiquement, vous les connaissez toutes. Hein, donc vous allez avoir l'escalade de privilèges. Hein, vous avez un équipement qui n'a pas été mis à jour et le hacker a réussi à récupérer les droits administrateurs via une faille. Vous allez voir le killer. J'ai un malware sur mon ordinateur qui va copier tout ce que vous tapez à l'écran, le man in the middle, je me mets sur un réseau d'entreprise, je me mets au milieu, je fais ce qu'on appelle sniffer les paquets, je vais prendre les paquets IP qui passent sur votre réseau et je vais copier en fait tout ce qui n'est pas sécurisé sur votre réseau, je vais copier les informations. Le mobile malware, hein, j'ai une application build que je vais diffuser gratuitement sur les stores, Play Store et du coup sur iOS et je vais mettre un malware dedans. Donc tout ça, vous connaissez, hein, et le déni de service et autres. Et en fait, en bleu, donc, c'est le pourcentage en fait de la masse vue, ressentie dans les entreprises, et en rouge, c'est l'impact. On se rend compte que les attaques les plus significatives et celles qui ont le plus d'impact, ce sont des attaques, en fait, enfin, ce sont du coup des attaques qui sont véhiculées par email, que ce soit le phishing, le spear phishing, alors les trojans, hein, ce que j'ai expliqué, hein, des malwares qui vont venir sur votre réseau et qui vont venir chercher les informations, le ransomware et le spyware qui lui va regarder votre consommation de l'internet, quel type de site vous utilisez, quel type de programme vous utilisez, et ça va permettre de consolider des informations sur votre entreprise. Donc en 2017, c'est un peu, ça a été un peu la prise de conscience collective, hein, même si on avait déjà
entendu parler de Loki les années précédentes, là, ça a été vraiment quelque chose qui a choqué très fortement. J'ai pas fait le calcul, mais si vous prenez simplement le nombre d'articles et le nombre de reportages, même des médias très mainstream, très standards, France 2 et compagnie, en ont fait des reportages à l'appel, parce que voilà, ça a vraiment coûté énormément d'argent aux entreprises françaises, hein, notamment pour citer Renault et Saint-Gobain, qui ont dû arrêter des usines. Et voilà. Et du coup, cette année, que ce soit au niveau du malware ou du phishing, notamment des données, des fuites de données, ça a été un petit peu une année très chargée. Donc, quels facteurs en fait de cette augmentation? Alors, il y a plusieurs facteurs à cette augmentation. Le premier, c'est ce qu'on va appeler les failles 0D. En fait, les failles 0D, ce sont des failles qui sont existantes, mais dont l'éditeur logiciel n'a pas conscience. Et ces 0D, en fait, c'est le terreau même du malware. Alors, notamment, vous avez la nouvelle version de Loki en début d'année qui utilisait ces failles 0D. Alors, le plus souvent, les failles 0D qui fonctionnent le sont autour de Microsoft Office, puisque c'est la suite Office qui est la plus utilisée chez les entreprises. Et notamment, ce nouveau Loki, il utilisait une faille 0D qu'on appelait OE, qui permettait, dès lors que vous, pareil, hein, vous receviez en fait une facture par pièce jointe, hein, bonjour, j'ai reçu une facture, une relance, est-ce que c'est bien chez vous? Vous ouvriez le PDF et le PDF vous demandait d'ouvrir Word, et au moment où vous alliez cliquer et accepter d'ouvrir Word, via cet objet OLE, il avait la capacité de télécharger une pièce jointe, une pièce malveillante, pardon, sur un site distant, de la télécharger sur votre machine et de commencer à chiffrer les fichiers importants sur votre machine. Tout simplement, ces failles 0D, l'éditeur met du temps à couvrir, met du temps à les fixer. Vous verrez, en fait, cette année, beaucoup d'attaques sortent de ça, de failles, simplement. Vous n'avez, si vous cliquez, vu que votre logiciel, la faille existe et qu'elle n'est pas fixée, vous ne pouvez rien faire. Également, une nouvelle émergence qu'on appelait le ransomware as a service, c'est qu'il y a encore quelques années, hein, on va dire 18-24 mois, lorsque vous vouliez lancer une attaque de malware de ransomware, il vous fallait quand même un certain niveau de technicité. Surtout, il fallait une infrastructure, puisque pour renvoyer des campagnes de ce type, il vous faut des IP qui ont une bonne IP réputation, une bonne réputation. Même chose au niveau domaine. Il vous faut également tout un système pour générer les mails de manière à ce qu'ils ne soient pas les mêmes, parce que sinon, tout simplement, le spam va voir plusieurs emails identiques, l'anti-spam, qui va directement les bloquer. Et du coup, vous avez des nouvelles plateformes comme Cerner ou Philadelphia, qui sont des plateformes que vous, si vous savez chercher, vous allez les trouver. Ou tout simplement, là, on va dire que les hackers se sont totalement industrialisés et calqués sur l'industrie du logiciel, que vous avez la possibilité d'amener votre liste, vous allez payer pour utiliser cette plateforme, vous allez donner votre liste de contacts, vous allez même dire, voilà, je veux tel malware ou tel ransomware, et si c'est tel ransomware, je veux que la rançon soit de temps, alors le plus souvent en Bitcoin, et vous allez, alors ce qui est complètement dingue, hein, vous avez également un support téléphonique, donc c'est totalement illégal bien sûr, mais vous avez un support téléphonique si vous avez un problème. Et ça, le ransomware as a service, en fait, ça vous met à disposition un réseau en fait de botnets, de programmes qui sont présents, alors on en parlera juste après, qui sont présents soit sur des équipements IoT, des caméras de sécurité, soit sur des serveurs et des sites qui ont été piratés. Et vous avez en fait, en payant sur ces plateformes, qui sont en choix très simples, vous allez avoir accès à ce réseau. Donc, on veut totalement le ransomware as a service, vous verrez les chiffres juste après, ça a fait exploser le nombre de malware et de malware en fait, et intrinsèquement de ransomware reçus en fait cette année. Ce qui est le plus impactant et ce qui est vraiment nouveau, c'est ce que les NSALX,
qui est en fait la divulgation des outils internes de la NSA. Donc, en fait, pour refaire rapidement le fil, hein, vous avez un groupe de hackers qui s'appelle Shadow Brokers. Donc on ne sait toujours pas si ce sont un groupe étatique, hein, la Russie, la Corée du Nord, on ne sait pas, ou la mafia, ou voire quelqu'un tout seul. Hein. Mais en tout cas, 7 personnes ont été si talentueux qu'ils ont réussi à dérober en fait des outils, donc des armes numériques qui étaient à la NSA. Donc le renseignement américain. Et dans ces armes, alors il y avait un premier lot qu'ils ont diffusé en 2016, qui était en fait les outils qui permettaient à la NSA de rentrer sur les réseaux des entreprises dans le monde via les firewalls. Hein, donc ils avaient ce qu'on appelait des kits d'exploitation pour rentrer sur notamment les équipements Cisco, Fortinet, WatchGuard, notamment, et Sophos, il me semble. Alors bien sûr, dès que ça a été diffusé, très rapidement, les entreprises ont fixé, mais ça veut dire que depuis les années, il entrait tranquillement sur les réseaux des entreprises et pouvait aller pied ce qu'ils voulaient, consulter ce qu'ils voulaient. Et la deuxième chose, et c'est ça qui nous intéresse, le 14 avril dernier, ils ont diffusé du code source, pour le coup totalement de même gratuitement, et ce code source en fait a été le terreau de WannaCry qui est arrivé juste après, c'est-à-dire que WannaCry n'aurait jamais vu le jour, ce code en fait n'avais pas été diffusé. Je vais faire une petite analogie puisque j'ai eu le plaisir de faire une conférence la semaine dernière avec une personne qui s'appelle Epelboin et qui a fait une analogie qui est par rapport à Game of Thrones. C'est un petit peu comme si vous aviez le bien avec un acteur étatique là qui pense faire le bien et qui mine de rien a quand même une certaine réserve, hein, même si des fois ils ont des actions économiques pour mettre en avant leur entreprise. Et voilà, et cet acteur a une arme de destruction massive, ce qui est le cas, même si elle est numérique, c'est la même chose, puisqu'on l'a vu, hein, simplement avec un petit programme, ils ont quand même mis pendant des semaines Saint-Gobain à terre. J'avais entendu un chiffre de 300 millions d'euros de pertes, et a réussi quand même à couper des usines comme celle de Renault-Sandouville. Renault et Saint-Gobain, ce ne sont pas quand même des petites entreprises, et ils avaient, à mon avis, un niveau de sécurité qui était assez haut. Mais vu que ces armes utilisaient, encore une fois, des failles 0D, donc non connues des éditeurs logiciels, c'est rentré très facilement en fait sur les réseaux, malheureusement. Et en fait, cet acteur étatique, en fait, il s'est fait voler son arme, et aujourd'hui, cette arme, elle est du côté, on ne sait pas, hein, soit d'un autre acteur étatique, soit d'un groupe de hackers. Voilà, mais on dit que c'est qu'une portion des armes numériques qui ont été volées à NSA. Peut-être que tout n'a pas été diffusé encore, donc il faut s'attendre très clairement dans le futur à avoir encore ce type d'attaque. Et on le verra, même si WannaCry n'était pas passé pour le coup, alors c'est une faille qui ne passait pas par l'email, parce que mine de rien, l'email, maintenant quand même des acteurs comme nous et d'autres qui avons une très bonne connaissance, et notamment chez nous, nous avons un outil prédictif, j'en parlerai après, qui permet de bloquer ce genre de menaces. Mais voilà, l'email tout seul, il faut être bien clair que votre entreprise va avoir aussi bien une bonne protection du mail qu'un très bon firewall, qu'un très bon système de backup. C'est de la couverture globalisée. Mais voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est nouveau, ces armes-là sont d'un acteur qui les avait développées en interne à un peu n'importe qui. La barrière, en fait, pour lancer une attaque d'aussi grande ampleur et d'un impact aussi fort, aujourd'hui, elle n'existe plus. Parce que clairement ça, qu'est-ce qu'on a vu, nous, cette année chez Vade Secure? Alors déjà, on a vu que ça sont les IP, en fait, au travers desquels les menaces sont envoyées. On voit qu'il y a, en fait, des pôles comme le Pakistan, l'Inde et la Chine qui sont prédominants. Pourquoi? Tout simplement, si je prends simplement l'Inde, le niveau en fait de sécurité des équipements est extrêmement faible. Vous prenez l'IP, vous mettez l'IP dans votre navigateur, vous arrivez sur en fait une interface de connexion d'un routeur, vous tapez admin, vous rentrez sur le routeur. Et comme ça a été ce qu'on appelle du
coup c'est un terme télécom, mais ça a été provisionné comme ça en masse. Et tout simplement, ils se sont tous fait hacker et vous avez un script sur ce réseau, sur une machine derrière, pas spécialement sur le routeur lui-même, du coup, qui, à la demande, reçoit un ordre d'envoyer des emails. Et en fait, qu'est-ce que ça apprend cela? Ça apprend que des IP, des nouvelles IP, il y en a toutes les semaines. Dès lors que vous allez installer une caméra, vous ne savez pas que cette caméra a une faille, ce qu'on appelle donc 0D, tout simplement, elle va se faire pirater, puisque il y a des systèmes qui permettent de scanner des ranges d'IP complets, et on peut savoir via quelques requêtes quel type de machine vous avez, ce qu'on appelle en fait du fingerprinting. On va regarder, je sais le résultat, et c'est le résultat de ma commande, c'est ça. Donc je sais que c'est telle caméra de telle marque, et je sais qu'il y a telle faille dessus. Je vais mettre dessus, je vais mettre un script, et ça va me faire un nouveau botnet qui va envoyer du malware, du spam, de l'email. Donc on verra que ça, c'est une vraie problématique parce que du coup, les outils standards qui vont uniquement utiliser l'IP réputation, ça ne suffit plus. Parce qu'aujourd'hui, réussir à récupérer des IP propres, c'est très compliqué. Et du coup, on se retrouve avec trois types, globalement, on va dire, trois types de sources dans ces botnets. Tout d'abord, alors les caméras, le web et donc les routeurs. C'est vrai qu'on retrouve le plus dans ces centaines de milliers d'IP qui vont cibler notamment votre entreprise. Et au niveau du champ de bataille, si je reprends simplement le début d'année a été, alors bien sûr ça ce n'est qu'une vue partielle sur ce qu'on a arrêté au niveau du Loki. En fait, Loki est assimilé. On voit que en début d'année c'était très 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 calme. On voit qu'à partir du 20 mars, hop, petite vague très courte. Alors aujourd'hui, attention, les vagues sont très courtes, ça va être en 45 minutes, 1 heure. Et en fait, il va y avoir donc une première vague, c'était donc la nouvelle version de Loki. Et vous rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que Microsoft avait en fait mis à jour, fait un bulletin de sécurité le 10 avril. Donc on a commencé par Loki et hop, quelques jours après, on a eu Loki et un autre qui s'est appelé JAF, qui était similaire. Et en fait, on voit que dès lors qu'il y a une faille qui sort, de la prolifération d'armes, comme je l'ai expliqué, tout ordre d'armes numériques, en fait, nous, on le voit tout de suite au niveau des graphes, on voit tout de suite, en fait, les vagues qui s'abattent sur les entreprises. Et si on regarde, en fait, le trend, ça, ce sont les chiffres les 12 derniers mois. Il faut se rappeler que avril, mai, c'était là où, au niveau des médias, ça courait au feu, oh là là, le ransomware, c'est la fin, comment vont faire les entreprises. Je connais même des entreprises qui ont directement débranché, voyant ça, débranché pendant 48 heures tout le network de leur entreprise, justement pour bien tout revérifier toutes les machines, etc., etc. Et on voit en fait, et je vais venir à une vue un peu micro, en fait, c'était rien du tout, quoi. Parce que on voit qu'au mois de juin, si je reviens au mois de juin, ça commençait à baisser, donc on était aux alentours de 25 millions au mois de mai. Et qu'en fait, rien que ce mois-ci, on a bloqué 46 millions de malware, en sachant que ça, la vue que vous voyez là, ce n'est qu'une vue partielle. Ce n'est pas une vue globale. Pourquoi? Je vous l'explique. Puisque notre solution, elle était sur, si vous voulez, sur trois vagues successives de protection. La première, ça va être tout simplement les protections standards. Est-ce que l'IP a une bonne réputation? Est-ce que mon domaine a une bonne réputation? Oui, non, ok. Allez, hop, je sais que c'est de l'IP ou du domaine pour du spam. Allez, hop, j'enlève. Est-ce que mon domaine a été usurpé? Est-ce que mon domaine, par exemple, avait du DIM ou SPF sur mes zones de mon domaine, me permettant en fait de dire, lorsque j'envoie un mail, c'est l'IP qui doit envoyer le mail. Donc là, s'il y a du SPF, le SPF, ce sont donc 2 certificats que vous allez mettre, 2 clés que vous allez mettre sur votre nom-domaine, qui permet de définir en fait des IP, de serveurs à partir desquels vous envoyez des mails. Si on reçoit un mail d'une autre IP que celle qui est présente
justement dans ce SPF, on va savoir que quelqu'un veut se faire passer à la place d'eux. Voilà, donc ça, même chose, on enlève. Et un certain nombre, en fait, on va regarder ensuite le mail, on va regarder est-ce que le mail, on voit qu'il y a soit des termes que l'on sait qui sont associés Viagra et autres, hein, qui sont associés au spam. Est-ce que, par exemple, je sais que cet email, je l'ai reçu 200 fois les 10 millisecondes qui viennent de sauter, donc je sais que c'est du spam, etc. Donc ça, c'est, on va dire, les tests plutôt stars, hein, mais qui, pour le coup, fonctionnent pour une partie. Donc ça, déjà, ça va vous envoyer plusieurs dizaines de millions de mails. Et ensuite, on va avoir en fait via en fait de l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle des règles heuristiques, hein, on va avoir en fait un traitement sur le mail, c'est-à-dire qu'on ne va pas spécifiquement lire le mail, mais en fait, on va, alors je donne toujours une analogie, hein, c'est comme si lorsque vous voyez quelqu'un et que voilà, il a des grosses cernes sous les yeux, il est pâle. Vous voyez que il est très très, enfin, vous voyez que son état de fatigue est avancé et voilà, vous pouvez vous dire, on va 99%, bon, lui, il a mal dormi. Ben nous, en fait, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est au lieu de savoir si il a dormi, au final, c'est on va appliquer ça à la cybersécurité, c'est qu'en fait, comme votre email est structuré, comme est structurée la pièce jointe, à qui envoyer l'email, à partir de qui, on peut dire en fait via des réseaux neuronaux, via en fait de l'intelligence artificielle, on peut vous dire à une quasi-exactitude, cet email en fait est une menace. Et ce que vous voyez là, en fait, les 46 millions d'emails, c'est cette troisième barre de protection. Donc du coup, pour finir, lorsque vous voyez ici 46 000 mails, en fait, réellement, on a certainement arrêté peut-être 60 ou 70 millions de mails contre malware, mais vu que vous avez des vagues de protection avant cette dernière, ça a déjà été en fait soit mis en spam, soit droppé, parce qu'on savait avec exactitude qu'il y avait une menace. Quid phishing, parce que ici on parle du ransomware, mais le phishing n'est pas en reste. On voit des attaques de plus en plus évoluer, notamment des attaques qui commencent à se faire passer en fait pour des crypto-lockers, hein, pour du ransomware, puisque mine de rien, Cry a fait un travail, si je puis dire, d'éducation auprès des entreprises. Et dès que vous voyez, mon ordinateur a été alors locké, hein, on se dit oulala, ça y est, j'ai plus accès à mes fichiers, je ne peux plus rien faire, etc., etc. Et ben, en fait, on voit que cette page de phishing là était assez maligne, hein, puis elle avait la capacité de bloquer même tout simplement en fait Google Chrome. C'est simplement une page qui se fait passer pour un ransomware et qui va vous demander d'appeler un numéro surtaxé. Et en fait, vous allez vouloir sortir de Chrome, vous n'allez pas pouvoir. Ça va bloquer. Donc globalement, là, ce qu'il y a à faire, vous redémarrez votre machine, hein, au pire, ou vous supprimez le process de votre navigateur. Mais il n'y avait rien du tout de chiffré. Ça se faisait juste passer pour. Mais c'était plutôt biaisé, puisqu'il y a très peu même de pas comme celle-ci qui arrivent à bloquer du coup les navigateurs. Et là, on a des templates email qui sont de plus en plus réalistes à aller recevoir des choses et pour que ce soit au niveau des noms de domaine qui sont utilisés ou au niveau des emails, vous avez beau mettre un email légitime à côté de cet email-là, vous verrez pas la différence, que ce soit au niveau de la grammaire, du message, du ton du message, c'est exactement la même chose. Eh bien, cette année à l'honneur, hein, c'était, comme je l'expliquais, la facturation. Vous avez eu en fait dans 26% de vos emails un cadre de facturation. Soit on allait vous envoyer un fichier en pièce jointe, soit on allait vous dire voilà, votre nouvelle facture pour x ou y raison est disponible sur tel espace. Mais vous connectez, vous êtes sur la page de phishing, vous tapiez vos accès. Et là, du coup, l'attaquant pouvait récupérer
pouvez récupérer tout simplement vos accès. Et également, pour finir, des landing pages sur lesquelles vous arrivez de plus en plus réalistes, et je dirais même sur des produits et des sites qui évoluaient. Il y a encore quelques temps, vous alliez avoir soit du provider internet, donc Free, Orange et compagnie, soit soit Bouygues Télécom, chez qui vous avez votre mobile. Aujourd'hui, c'est fini ça. Aujourd'hui, on a du Alibaba, on a du Amazon, on a du Netflix, on a beaucoup de services qui sont d'ailleurs maintenant très utilisés que nous n'avions pas avant. Et c'est très compliqué en fait, c'est très très compliqué lorsque vous allez sur les pages, que ce soit au niveau des domaines ou au niveau des pages, de savoir que c'est frauduleux. C'est vraiment très très compliqué. D'ailleurs, si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur easyphishing.org et vous voyez en bas, en bas à gauche, vous avez un petit bouton plein. Donc easyphishing.org, c'est notre moteur de détection des pages de phishing, soit des liens frauduleux, soit des pages. Et en fait, quand vous allez sur easyphishing.org, vous cliquez sur le petit bouton et vous verrez une partie, alors bien sûr pas tout, parce que vu le volume, c'est pas possible, mais vous verrez une partie passer des pages dans les 5 dernières minutes, ce qui vous donnera justement ce que je viens de dire avant, une vision de à quoi ressemblent les pages de phishing au niveau mondial. Attendre à moyen terme, tout d'abord du phishing et du spear phishing extrêmement bien ciblé, puisque, alors notamment aux États-Unis, vous l'avez peut-être vu, cette année des records dans les fuites de données, notamment avec Equifax. Alors Equifax, c'est plutôt pour les Américains, puisque c'est la base de données qui contient ce qu'on va appeler le credit score aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, pour avoir de la capacité d'emprunt, vous devez consommer, et plus tôt vous remboursez votre emprunt, plus tôt vous consommez encore plus avec des meilleurs taux, etc. etc. Sauf que toutes ces informations-là doivent être mises quelque part, et c'était notamment dans la base de données Equifax. Donc notamment aux États-Unis, ils auront toutes les informations réelles des Américains, donc ça va être très compliqué au niveau des attaques de phishing, puisqu'ils vont avoir des informations qui sont correctes et vont pouvoir en fait faire des liens entre différentes personnes. Et ça va être très compliqué de savoir le vrai du faux. Mais ce n'est pas les seuls, puisque vous avez des failles des leaks de données qui ont été faits chez Deloitte pour les entreprises, qui ont été faits chez Uber. Donc ça va être compliqué, on va avoir en fait des campagnes de mail qui vont être extrêmement bien structurées. Phishing est assez bête comme système. Je vais cibler une entreprise avec un minimum de collaborateurs. Si vous pouvez avoir plusieurs agences, c'est mieux. Voire une très grande entreprise. Je prends un cas très simple. Nouvel employé dans un grand groupe vient d'arriver administratif par exemple, super content, elle est content ou contente, elle le dit sur son réseau social préféré. Malheureusement, son compte est en pic, son s'est fait scanner, récupérer l'adresse email très simplement, trouver le pattern de toute façon de l'adresse email d'une entreprise, si c'est prénom ou problème du prénom, .nom, etc. C'est bête comme chou. Regarde, parce que toutes les entreprises n'ont pas encore des protections ce qu'on appelle anti-spoofing, justement avec du SPF et du DKIM. Et je vais commencer à discuter avec cette personne, me faire passer soit pour un employé supérieur dans une strate très haute, et je vais commencer à discuter avec cette personne et lui demander des informations confidentielles, bien sûr. Soit je vais me faire passer par un autre collègue, et si cette personne, le plus souvent, on lui met un petit coup de pression. Très souvent également, vous l'avez peut-être entendu, ce qu'on appelait l'arnaque au président, vous avez également un coup de téléphone, et ça a mis quand même des entreprises à genoux, puisqu'il y a eu des virements de plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été faits dans des entreprises par tout simplement des salariés qui ont eu un coup de pression très fort via ces attaques extrêmement bien ciblées. C'est pour s'expliquer que le phishing et spear phishing, c'est vraiment ce qui a le plus d'impact dans les entreprises, parce qu'un malware, ça chiffrerait votre ordinateur, ce qui est déjà critique, mais éventuellement vous avez des backups, donc vous allez pouvoir remonter votre machine. Là, vous avez fait un virement de 200 000 euros,
malheureusement, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Et rapide, parce que il me reste très peu de temps. Juste pour revenir sur le fait que les nouvelles, il faut s'attendre en fait à des attaques avec une complexité beaucoup plus importante que les attaques que nous avons eues jusqu'à ce jour. Je vais prendre simplement l'attaque Petya, qui a utilisé, même si elle ne passait pas spécifiquement par mail, c'est vraiment l'exemple type en fait qu'on va voir, c'est que l'attaque Petya a utilisé plusieurs sources d'infection. Le site, l'équivalent du site de l'AFP en Ukraine, qui dès lors que les Ukrainiens venaient sur ce site, vous aviez un malware qui se téléchargeait sur votre machine. Mais en faisant ça, ce qui était donc un spyware, ils ont pu voir ce que consommaient les entreprises en Ukraine. Simplement, ils ont vu qu'ils utilisaient tous un logiciel de comptabilité qui s'appelait Emedoc. Donc, ils ont piégé Emedoc et ils ont réussi à lancer une mise à jour automatique sur tous les clients d'Emedoc contenant un malware. Ce malware, d'autre plus, avait la capacité de détecter des antivirus locaux et de passer. Donc, c'est nouveau. Ça veut dire que, l'antivirus local, c'est très bien, mais c'est pas ça qu'on est sécurisé. Aujourd'hui, les malwares ont la capacité, justement, de les détecter. Le malware était sur votre machine. Donc, il réutilisait ce qu'on appelle les SMB exploits, c'est les failles en fait qui ont permis la création de WannaCry, ce qui a été diffusé par The Shadow Broker. Donc ça permettait de se reconnecter sur toutes les machines qui utilisent le protocole d'échange de fichiers Samba, il est quand même extrêmement utilisé dans les entreprises. Capacité également de voler tout simplement les identifiants administrateurs sur le réseau et via des outils qui sont totalement légitimes, qui sont des outils en fait d'administration. Il y avait un bug dans ces outils. La capacité de bouger justement de Chine, encore une fois. La capacité de scanner toutes les machines qu'il y avait autour de vous. Et enfin, toutes vos informations et bien sûr avec un niveau de chiffrement très important de l'AES. Et là, en ce cas, ça s'est fait passer pour un ransomware avec une rançon, sauf qu'en fait, il y avait derrière, c'était certainement un groupe étatique ou la FIA, puisque le but était simplement d'attaquer l'Ukraine. Attention, on va avoir, je pense, un fort ciblage d'Office 365 et de G Suite, le Gmail Pro. Parce qu'aujourd'hui, dans Office 365 et dans G Suite, vous avez une couche d'authentification centralisée. Avec mon compte Office 365, je peux me connecter sur Skype, mais je peux me connecter aussi sur mon compte Xbox ou le compte Xbox de mon fils sur lequel j'ai laissé ma carte bleue pour acheter des choses. Donc ça, via de l'usurpation, via du phishing, je peux aller sur ces applications tiers. Sur G Suite, moi par exemple, je peux me connecter sur mon compte Airbnb ou sur un autre compte Uber ou autre sur lequel j'ai mes cartes de crédit. Donc c'est la même chose. Et en fait, Office 365 et G Suite ont été vraiment ciblés très fortement ces derniers mois. En 2016, un prestataire spécifique aux États-Unis a reçu 57% des utilisateurs ont reçu un email contenant une pièce jointe malicieuse. Vous avez également énormément de phishing, dont le 3 mai dernier sur Gmail, qui a touché plus d'1 million d'utilisateurs. Donc c'est pas rien et ça va, je pense, s'accélérer. Alors, j'ai bientôt fini. Quid de l'RGPD quand même, parce que là, on parle de donc du malware, du ransomware, comment il a, le chiffre a explosé et pourquoi nous allons en avoir de plus en plus. Mais il faut se dire que là-dedans, à partir, dans ce contexte, vous allez avoir, à partir tout ça, donc je reviens sur les RGPD, donc c'est une réglementation européenne obligatoire qui a pour but d'améliorer la transparence et de donner du pouvoir aux individus, globalement de pouvoir être maître de ces données, même s'ils sont dans une entreprise tierce. Avec les RGPD, donc le 25 mai 2018, vous allez avoir des droits et des obligations très rapides, le droit à l'effacement, droit d'opposition, portabilité des données, l'accès, etc. Mais surtout d'obligations, informer en cas d'incident, fuite de données notamment. Donc ça vous impacte directement via le phishing ou le spear phishing, exactement ça que vous allez avoir. Et puis, ce qu'on va appeler privacy by design, c'est de se dire que aujourd'hui, si vous mettez en place en fait un service à vos clients, il faut que le service ait été pensé de manière sécurisée. Donc, ça va de la protection
globale au niveau des mails. Ça va de le système, le firewall, les backups. Mais quand je dis la protection au niveau des mails, je vous donne un exemple très simple. Vous êtes aujourd'hui site. Alors j'ai entendu Nausicaa tout à l'heure, il me semble. Si c'est bien de Nausicaa auquel je pense, voilà. Du coup, enfin c'est pas un musée, mais bon bref. Prenons le cas par exemple d'un musée. Vous voulez faire une offre spécifique à vos clients. La protection email, elle n'est pas que entrante pour vous varier, elle est également sortante. Si jamais vous faites pirater votre système et que la personne réussit à générer envoi d'email depuis votre ordinateur ou votre infrastructure, il vous faut également un outil pour justement filtrer le sortant. Et ça, au niveau de la RGPD, vous allez être totalement, vous allez être impacté en fait. Cybersécurité, il faut que vous protégiez les données, donc la protection contre les 0D, le filtrage heuristique des mails, la protection de l'entrant et du sortant. Il faut que vous ayez une mise en quarantaine avec un accès sécurisé, parce que vous avez un salarié qui s'entend mal, qui veut récupérer des données à un niveau d'accès dont il ne devrait pas avoir, ça, il faut qu'il y ait une mise en quarantaine. Alors soit il faut que les emails soient totalement splittés, il ait les droits sur tout, et également la mise en quarantaine, c'est de se dire que si jamais l'email dedans vous avez un malware, que votre utilisateur n'ait pas la possibilité de se connecter sur cette quarantaine, d'avoir accès. Une politique de filtrage global et par utilisateur, c'est ce que je disais juste avant, et la granularité grâce à des règles d'exception. Et bien sûr, comme j'expliquais, très important que vous avez bien des règles que un utilisateur ait accès à un certain type de mail et n'ait pas accès à tout. Il faut que vous traciez par contre les données, puisque les RGPD, la problématique majeure, c'est ça, c'est que vous allez devoir donner si vous faites attaquer. Alors attention, les RGPD, la CNIL italienne, c'est européen, donc la CNIL italienne peut vous attaquer, comme la CNIL française peut attaquer une entreprise en Allemagne. C'est global. Donc il faut que vous ayez en fait des outils qui vous permettent de tracer les données, que vous ayez des journaux sur le filtrage des mails, des journaux d'événements, des statistiques, mais c'est une période très importante. Et bien sûr, le plus important, se prémunir sur la fuite des données, et notamment au niveau du phishing. Donc comment lutter efficacement contre toutes ces menaces? Donc comme je l'expliquais, alors vous pouvez avoir un premier niveau avec des méthodes classiques de protection, à savoir l'hyper-réputation, le fingerprinting, unboxing. Alors l'hyper-réputation, on l'a vu aujourd'hui avec l'IoT, c'est très simple de trouver des IP. Le fingerprinting, ça marche pas tout le temps puisque comme on a vu, les machines, les fichiers peuvent avoir deux empreintes différentes avec le polymorphisme, mais être quand même ne pas être détecté par un antivirus. Et le sandboxing, vous avez beau mettre votre malware dans une machine virtuelle et avancer en fait ce qu'on appelle le NTP, le temps, pour ce qu'on appelle faire détonner ce malware, en fait, lui va maintenant à la capacité justement de voir si c'est de la sandbox. Donc aujourd'hui, en fait, il faut plus être réactif, mais il faut être prédictif. C'est-à-dire que globalement, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, tous les outils qui sont efficients passent par de l'intelligence artificielle parce que via un réseau, ce qu'on va appeler un réseau neuronal, vous avez une capacité en fait, de calcul qui est bien supérieure à ce que l'on pouvait faire avant. Machine learning, donc la capacité d'apprendre, exactement le programme qui auto-prendre les vagues d'attaque. De l'heuristique, je ne vais pas regarder tout le mail en détail, mais je vais déjà faire un premier regard par rapport à comment est structuré le mail, à qui il est envoyé, comment il est envoyé, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Également, les contre-mesures. Est-ce que, alors ça c'est pour le phishing, est-ce que j'ai une page où j'ai du code qui a été chiffré? Bien sûr, la réputation en temps réel, l'exploration de page et l'exploration de domaine. Si j'ai un domaine que je reçois qui s'appelle www.paypal.com, ça peut éventuellement flouer un utilisateur parce qu'il va se dire, il va regarder très rapidement d'un coup d'œil www.paypal.com et il aura peut-être lu www.paypal.com. Et sûr, pour finir, les éléments standards, l'IP, qui a envoyé le mail, quelle pièce jointe, est-ce qu'il y a une image, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone, etc.
finir, et ça c'est le dernier slide, bien comprendre que pour un outil qui soit efficient, il faut qu'il soit au milieu d'un écosystème. Vous avez beau avoir le meilleur développeur du monde qui va développer le meilleur script le plus rapide du monde, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais avant, que ce soit le spam, le malware ou le phishing, ça réside sur de l'apprentissage par rapport à un volume. Vous ne connaissez pas l'informatique pareil que vous soyez en Pologne, en Allemagne, aux États-Unis ou en France. Vous n'utilisez pas les mêmes providers. Si vous êtes en Russie, en Grèce ou en Finlande, vous n'avez pas le même encodage au niveau de veille. C'est la même chose au Japon. Je rappelle que VAD Secure, c'est 400 millions de boîtes mail dans 76 pays et que nous avons des clients aussi bien au Japon, aussi bien aux États-Unis, en Australie, en Europe, partout en Europe. Et du coup, on est totalement agnostique au niveau de justement l'encodage. Et si je vous donne l'exemple tout simplement d'Easy Phishing, pour qu'Easy Phishing fonctionne, Easy Phishing en fait est au centre d'un écosystème. Vous avez d'une part ce qu'on appelle les ISP, qui sont les fournisseurs d'accès Internet. Alors notamment, on a l'ensemble des fournisseurs d'accès français hors Bouygues Télécom qui nous utilisent. Mais pas que, vous avez Bisec au Japon, vous avez British Telecom en Angleterre, vous avez Telenet, vous avez Home.pl, vous avez Fastweb en Italie, vous avez la même chose aux États-Unis. Vous allez avoir des partenaires qui nous envoient flux, alors notamment OVH utilise également une brique de notre filtre, et PayPal. Et tout ce flux en fait qui arrive sur Easy Phishing est traité et ensuite est renvoyé sous 3 formes. Alors bien sûr, vous avez chaque minute l'important en fait d'un filtre, c'est qu'il soit mis à jour constamment, tous les jours, chaque minute. C'est le cas sur notre cloud et sur l'ensemble de nos produits en fait. Également alerter votre marque. Donc aujourd'hui par exemple, vous avez notamment Apple, PayPal, BNP, EDF et bien d'autres dès lors qu'on a une page de phishing utilisant leur marque. Et la même chose au niveau des hébergeurs avec DigitalOcean, One&One, Dreamhost et OVH. Dès qu'on a une page de phishing sur leur range d'IP de leur serveur. Donc voilà, juste pour finir, bien comprendre que l'écosystème, c'est vraiment la première chose quand vous choisissez une solution, que ce soit nous ou autre, c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est quel volume votre prestataire gère, combien de clients dans combien de pays et sous quelle forme. Également, est-ce qu'il gère que du B2B ou du B2C? Nous, pour le coup, on a la force du professionnel, mais pas que, puisqu'avec les fournisseurs d'accès Internet, on a un volume en fait qui est énorme, comme vous l'avez vu tout à l'heure, 46 millions de malware, mais en volume traité, je crois qu'on était à plus d'1 milliard par mois de mails. Et voilà, et bien que ce soit au centre d'un écosystème, et bien à ne pas utiliser uniquement une solution pour le spam ou le mail, mais bien avoir également une solution qui gère l'anti-phishing et le spear phishing, parce que ça va vraiment être critique. Christophe, je te laisse la main si vous avez éventuellement des questions. Alors, oui, vous m'entendez? J'ai débloqué le micro. Moi, je t'entends très bien. Très bien. Merci Sébastien. Effectivement, je vais débloquer les micros de tout le monde juste après. Je fais juste une petite aparté pour... tu parlais du RGPD tout à l'heure. C'est un vaste sujet qui demande d'être approfondi parce que ça va concerner toutes les entreprises, à mon avis. Et on organise avec VAD Secure, mais avec d'autres partenaires extrémités, notamment Kaspersky et StormShield, une après-midi en présentiel cette fois, une après-midi où ça va être l'occasion de discuter de tout ça, voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, répondre à beaucoup de questions, et notamment aussi poser vos questions plus personnelles, qui correspondent à votre entreprise. Mais effectivement, ça va être un gros sujet pour beaucoup d'entreprises en début d'année, dès l'instant où vous stockez des données de clients ou vous donnez accès à des données à quelqu'un d'autre. Voilà. Je vais libérer donc les micros, rétablir le son pour tous, pour poser vos questions. On est bien sûr ravis d'y répondre. Si on est à peu près dans les temps, il est 11h. Si ça dure un peu trop longtemps, on reviendra. N'hésitez pas à revenir vers votre ingénieur commercial extrémité ou l'équipe de techniciens. D'ailleurs, on va
y répondra bien volontiers. Voilà, je rétablis les micros. Voilà. Y a-t-il des questions? Non? Une question quand même, non? Il n'y en a pas sur le chat, je suis en train de regarder sur le chat en même temps. C'est que tout a été clair. C'est que tout a été clair. Si vous souhaitez revenir sur certains éléments de la présentation, n'hésitez pas a posteriori. Du coup, on va mettre fin à cette séance de WebEx. Merci d'y avoir participé, merci à tous et à votre disposition. Voilà. Bonne journée à vous. Merci.